Donc bonsoir et bienvenue à l'Apérophone, cette série de formations qu'on propose par la LPO dans le cadre de Fonds de France. Fonds de France est, comme vous le savez, un portail internet de sciences participatives qui est lié à l'appli mobile naturaliste et qui permet de partager ses observations, d'explorer près de 150 millions de données et de contribuer utilement à la connaissance et la protection de la biodiversité. La LPO propose ses apérophones tous les premiers lundis du mois à 18h sous forme de webinaire auxquels vous pouvez prendre part en direct. Les thématiques sont variées et concernent les aspects pratiques de l'utilisation, des outils de saisie ou des sujets naturalistes. Ces sessions sont enregistrées et consultables sur la chaîne YouTube de la LPO. Aujourd'hui, on va découvrir les suivis de l'herpétophone avec Audrey Trochet et Adèle Urabiel et je leur laisse la parole maintenant. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonsoir à tous et merci de participer à cet apérophone. Donc moi, je suis Audrey Trochet, je suis la responsable scientifique de la Société herpétologique de France et je laisse ma collègue Adèle se présenter. Si tu veux, Je Adèle. suis Adèle Urabiel et je suis la géomaticienne de la SHF, donc je m'occupe de tout ce qui est cartographie et données côté SHF. Sacré sujet. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les protocoles de suivi de l'herpétofaune. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, c'est ce qu'on appelle, nous, les protocoles pop amphibiens, pop reptiles. Donc, on va vous les présenter. On va vous expliquer pourquoi on les met en place, comment on les met en place et comment est-ce qu'on peut collecter et enregistrer la donnée. Donc déjà un bref état des lieux malheureusement, hein, l'herpétofaune, on a de part les amphibiens qui sont le groupe taxonomique le plus menacé dans le monde. En France métropolitaine, on a 23% des espèces d'amphibiens qui sont menacées. En plus, ça c'est la liste rouge nationale de 2015. Donc malheureusement, on pourrait aussi penser que cette proportion risque d'augmenter. Donc, on a beaucoup d'espèces qui sont menacées par différents facteurs, dont la dégradation des habitats, l'arrivée de maladies émergentes, la fragmentation, l'arrivée des espèces exotiques, etc. Donc, c'est vraiment un groupe taxonomique très fragilisé depuis plusieurs dizaines d'années. Chez les reptiles, on est à peu près sur la même tendance, malheureusement. En France métropolitaine, on est à 24% de nos reptiles qui sont menacés. Donc à travers les listes rouges. Sur la photo, vous avez la vipère d'Orsini qui fait l'objet d'un plan national d'action notamment. Mais vous voyez que les reptiles et les amphibiens sont vraiment des animaux assez mal connus, pas forcément bien aimés du grand public non plus, et qui souffrent de multiples menaces, qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on évalue en fait ces espèces-là, on se rend compte que ce sont des espèces qui sont très menacées. Euh, Suite à cet état des lieux, il a été mis en avant le besoin crucial de suivre les populations d'amphibiens et de reptiles pour avoir une meilleure visibilité en fait de l'état actuel de leur population. Et donc, les suivis pop amphibiens, pop reptiles qui ont été créés il y a plus d'une dizaine d'années maintenant rentrent totalement dans ce qu'on nomme aujourd'hui le programme national de surveillance de la biodiversité terrestre. Et donc, nous, la SHF, nous coordonnons la surveillance de l'herpétofaune à l'échelle nationale depuis 2021. Donc, en 2021, nous avons reçu un financement de l'OFB pour pouvoir démarrer. Vous avez compris qu'il y avait déjà des choses qui avaient été mises en œuvre sur l'Hexagone et la Corse. Et puis, pour la petite information, on ne rentrera pas dans le détail ce soir, mais on mène aussi le même genre de programme sur les Antilles et en Guyane depuis 2023. Et depuis cette année, nous sommes aussi présents sur La Réunion et à Mayotte pour le développement de protocoles de suivi de l'herpétofaune, les fameux pop amphibiens, pop reptiles. Ce soir, on va rester en France métropolitaine, on va pas trop voyager, mais du coup, je vous propose de faire un petit point de où on en est sur le nombre de suivis, sur les données qu'on récolte et sur les tendances des populations, des amphibiens et des reptiles qu'on a réussi à calculer. Donc l'objectif de ces protocoles, c'est vraiment d'avoir, dans le cadre du programme de surveillance, une liste d'outils vraiment nationaux
qui permettent de dire, ben, pour telle espèce, pour le lézard ocellé, je veux faire du suivi du lézard ocellé, je dois prendre ce protocole-là. Et ce sont des protocoles qui sont bien connus de toute la communauté et donc qui permettent d'homogénéiser tous les résultats et toutes les données au sein d'un même outil. L'objectif final, c'est d'obtenir des tendances de population. Donc, vous avez un exemple sur votre droite sur le graphique. Donc là, vous avez la tendance de population de la vipère aspic qu'on a calculée en 2024, où on voit en fait qu'entre 2015 et 2023, graphiquement, on voit une légère baisse de la probabilité d'occupation des transectes, mais que statistiquement, les écarts types se recoupent, se chevauchent, donc on n'a pas de déclin significatif. Donc, on va dire que pour le moment, la vipère aspic, elle est plutôt sur une tendance stable de ces populations. C'est pas forcément une très bonne nouvelle non plus. Elle n'augmente pas, on va dire, et puis vous verrez qu'il y a pas mal de biais aussi derrière ces graphiques-là. Mais malgré tout, ça nous permet d'avoir une bonne visibilité de ce qui se passe actuellement en France métropolitaine et de pouvoir réagir vite quand on observe des déclins avérés et significatifs sur certaines espèces. Grâce à ces mesures empiriques et à ces graphiques, toutes les données des POP amphibiens et POP reptiles vont alimenter les évaluations des listes rouges et des autres politiques environnementales. Et donc, actuellement, il y a une révision de la liste rouge européenne et la vipère aspic, grâce aux données POP reptiles, a vu son statut de espèce non menacée à espèce menacée et même vulnérable. Donc ça, ce sera dans la nouvelle version de la liste rouge. Donc on voit qu'on a un vrai impact d'avoir des données mesurées sur le terrain qui sont protocolées, qui sont proprement bancarisées et bien analysées pour essayer de faire bouger les choses à travers les politiques environnementales. En parallèle, il y a aussi la rédaction d'un PNA vipère qui a été lancé en 2024 et pour lequel la SHF coordonne l'animation depuis 2025. Donc le protocole POP amphibien, il est assez facile. Donc, qui dit protocole dit quelque chose d'assez cadré. Donc, il faut vraiment enfin, comment dire, bien appliquer en fait les recommandations du protocole. Donc, c'est assez simple. L'objectif, c'est d'identifier 3 sites aquatiques. Alors, très généralement, ça va être des mares, mais ça peut être des fossés qui sont en eau la plupart du temps. Ça peut être des étangs qui sont des habitats aussi dans certains secteurs, des habitats favorables aux amphibiens. Voilà, ça va être toute zone humide susceptible d'accueillir de la reproduction d'amphibiens au moment du printemps, donc au moment du pic d'activité des espèces. On identifie 3 zones humides relativement proches et puis on se bloque tous les ans, ou pardon, tous les 2 ans pour le pop amphibien, de passer 3 fois sur ces mares-là. Et à chaque fois qu'on passe, donc 3 fois, une année sur 2, on va noter les espèces qu'on va observer. Donc c'est vraiment du passage répété sur les mêmes sites. Tout le temps, à chaque fois, on y va. On connaît les sites par cœur. Mais c'est vraiment la grande force de ces protocoles-là, c'est le passage répété sur le long terme, voire très long terme, pour vraiment capter ce qui se passe sur ces sites-là et se rendre compte au bout de 5, 6, 7 ans qu'une espèce qu'on a vue la première année, on ne va plus l'observer au bout de 3, 4, 5 ans, voire on va voir l'arrivée aussi d'autres espèces entre-temps. Donc, identifier 3 sites aquatiques qu'on va aller visiter en une demi-journée à peu près. Et puis, comme je le disais, on va se planifier 3 passages de ces sites-là, principalement sur la période d'activité donc des amphibiens, donc qui est en général entre janvier et juin. Ce sont des protocoles de communauté. C'est-à-dire que à chaque passage, on est susceptible de rencontrer d'autres espèces. Donc les passages sont là pour essayer de venir capter toutes les espèces qui sont potentiellement présentes sur toute la période d'activité des amphibiens. Voilà, c'est assez simple. Voici toutes les espèces qu'on est susceptible de rencontrer quand on fait du protocole POP amphibien. Donc, ce sont les espèces les plus communes, en fait, si on peut dire. Alors, en fonction des régions, on va avoir plus ou moins telle espèce de présente. Mais vous voyez que finalement, avec un seul protocole à l'échelle nationale, on est capable d'agréger de la donnée et de récolter de la donnée sur une grosse dizaine, douzaine d'espèces. Donc, c'est quand même très intéressant parce que c'est le même protocole pour toutes ces espèces-là. Le nombre de sites qui sont suivis avec un protocole POP amphibien, il ne fait qu'augmenter d'année en année.
Donc depuis 2021, on a un financement, on est soutenu financièrement par l'OFB. On voit qu'il y a eu encore plus, hein, alors c'est pas forcément très marquant sur le graphique, mais on voit qu'on est toujours en augmentation du nombre de sites suivis en France métropolitaine et c'est tant mieux. Donc on approche les presque 9000 sites en 2023. Donc on a eu vraiment un nombre de participants et un nombre de sites suivis en pop amphibien extrêmement important ces dernières années. Et donc ici, vous avez la carte de répartition de ces sites, de ces mares qui sont suivis avec des protocoles pop amphibiens. Alors la première chose qui nous saute aux yeux, c'est que on n'a pas une couverture homogène en fait de la répartition de ces suivis-là. Donc forcément, les graphiques qu'on va en retirer vont être biaisés par cette répartition spatiale. On agit de manière très conjointe avec tous nos coordinateurs régionaux pour venir combler les zones blanches de cette carte-là. Tout le monde vraiment assure un dynamisme sans faille pour multiplier les suivis pop amphibiens dans tous ces territoires. Donc petit à petit, on va venir combler les zones blanches et on aura des petits points verts un peu partout. J'ai oublié la Corse parce que la Corse aujourd'hui n'a pas de pop amphibien, mais j'espère prochainement pouvoir inclure la Corse dans la cartographie que je ferai dans le bilan 2025. Mais il y a quand même un énorme élan, voilà, de toute la communauté herpéto pour multiplier les sites suivis en pop amphibien sur tout le territoire. Au niveau des dernières tendances, donc ça, ce sont les résultats de 2023, puisque comme vous l'avez compris, le pop amphibien, il a lieu tous les 2 ans. Donc, on est sur quelque chose de biannuel. Et donc, les prochaines analyses et résultats pop amphibien auront lieu à la fin de l'année, en 2025. Donc, je ne peux que vous présenter les résultats 2023, là, cette année. Donc, on a certaines espèces qui montrent des tendances stables. Donc, c'est le cas de plusieurs espèces de tritons, triton alpestre, triton marbré, triton ponctué, et puis la grenouille rousse. Donc sur la période de 2010-2011 à 2022-2023, vous voyez que même si graphiquement, pour certaines espèces, on a l'impression que ça diminue un petit peu, statistiquement, au niveau des modèles, qui sont des modèles assez complexes, de type site occupant de multi-espèces et multi-années, on n'a pas de significativité. Donc pour le moment, on reste sur de la population stable. Ça reste quand même des espèces qu'il faut surveiller de très près, parce que vous imaginez bien que les prochaines années qui vont accumuler de nouvelles données peuvent faire basculer les espèces en déclin significatif dès que la courbe sera trop importante. Donc on surveille quand même de très près ces espèces-là. On a aussi la rainette méridionale et la rainette ibérique qui sont aussi suivies par un protocole un petit peu différent dans le cadre du projet Sentinelle du climat en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on collabore avec les structures là-bas qui nous permet aussi, nous, de venir intégrer ces suivis-là dans le programme national de surveillance. Mais ça nous permet aussi d'avoir d'autres graphiques sur des espèces qu'on a du mal à capter ou qui sont ou pour lesquelles les territoires ne bénéficient pas encore d'assez de suivi. Donc, pour les rainettes, c'est pareil, ça semble être quand même stable, mais vous voyez qu'au niveau des écarts-types, on est quand même sur quelque chose de très large et qu'on a besoin encore de plusieurs années de suivi pour vraiment avoir une conclusion assez fiable de nos résultats. Et puis enfin, on a la grenouille des Pyrénées, qui est l'espèce la plus menacée en Europe, qui a un statut en danger d'extinction sur les listes rouges. Cette espèce fait aussi l'objet d'un suivi par l'association Cistude Nature. Et donc, on voit aussi que même si on a l'impression que ça augmente entre 2012 et 2023, finalement, statistiquement, c'est pas si significatif que ça. Et on est plutôt sur quelque chose de très stable, avec des extinctions locales sur certains sites et puis des augmentations sur d'autres. Donc, il y a une vraie dynamique là qui se place au niveau de la grenouille des Pyrénées, mais c'est très intéressant de se rendre compte ce qui se passe sur cette espèce-là extrêmement localisée sur notre territoire. On a aussi des espèces qui montrent des augmentations. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, mais probable. On a la grenouille agile, le crapaud commun, et puis les espèces du groupe Pelophylax. Alors, celle-ci, c'est particulier parce qu'on a regroupé tous les Pelophylax ensemble. Donc, c'est les espèces du genre Pelophylax. On sait qu'à l'intérieur du genre Pelophylax, il y a probablement des espèces qui sont en train de décliner et d'autres qui augmentent. Et aujourd'hui, on a des grosses difficultés à identifier proprement les espèces.
Mais en tout cas, pour la grenouille agile et le crapaud commun, nos modèles et nos données montrent que visiblement les espèces sont en augmentation et donc occupent de plus en plus de sites au fur et à mesure du temps que qu'on suit. Et puis, sans surprise, une grosse partie de nos espèces montrent des déclins donc significatifs. Là, vous avez les graphiques en rouge, ça veut dire que les modèles ont montré des déclins significatifs. Donc la lyte accoucheur, qui est une petite espèce de crapaud, le crapaud calamite, le triton crêté, crapaud épineux, triton palmé, pélodite ponctuée, rainette verte et salamandre tachetée. Toutes ces espèces montrent des déclins significatifs en l'espace de 12 ans sur les populations qui ont été suivies. Donc c'est quand même assez alarmant. On voit que pour certaines espèces comme la rainette verte, la pente de la courbe est quand même assez forte, donc avec potentiellement un fort risque d'extinction locale. Donc c'est quand même très alarmant. Donc nous, on essaye de faire remonter vraiment au maximum ces informations-là à travers les politiques environnementales parce que c'est quelque chose qui est en tout cas très alarmant de notre côté, donc qui pourrait aussi permettre de déboucher à des plans nationaux d'action pour certaines espèces notamment. Donc bon, malheureusement, sans surprise, on assiste aussi au déclin de nos espèces. Au niveau du protocole POP reptile, on est sensiblement sur un protocole similaire. Cette fois-ci, on va pas échantillonner des mares et on va plutôt aller sur des transectes. Donc des transectes, ça peut être un chemin, ça peut être le long d'une lisière, ça peut être une zone semi-ouverte, ça va être c'est pas forcément quelque chose qui est tracé, qui est droit, ça peut être sinueux. Ça va vraiment être un chemin que vous tracez et qui va vous permettre de vous déplacer dans des habitats très favorables aux reptiles, qui vont vous permettre de rencontrer un maximum de reptiles. Donc on va en suivre trois aussi à peu près. Alors la longueur va différer en fonction des contextes paysagers. On essaye de visiter aussi, toujours pareil, nos transectes en une demi-journée maximum. Et puis par contre, pour les reptiles, comme ce sont des espèces qui sont très discrètes, beaucoup plus difficiles à capter que les amphibiens en pleine période de reproduction, qu'on peut entendre avec le chant par exemple, les reptiles, la détection des reptiles va nécessiter qu'on fasse, nous, les êtres humains, plus de passages. Vraiment. Donc là, on est sur 6 passages et non pas 3 comme les amphibiens. Et là, c'est tous les ans. Parce que il y a trop de risques qu'on passe à côté d'un animal alors qu'il est présent sur le site, mais c'est juste qu'on ne l'a pas vu. On l'a pas vu parce qu'ils sont très malins, ils sont très discrets et du coup, il faut multiplier le nombre de passages pour espérer pouvoir capter toutes les espèces qui sont présentes sur les sites. Donc là, c'est pareil, j'essaye d'identifier 6 dates différentes pendant la période de pic d'activité des reptiles. Alors, en fonction des régions, ça peut varier, mais on va dire que c'est plutôt mai-juin. Donc, c'est plutôt des passages qui sont relativement rapprochés. Et donc, à chacun de mes passages sur mes transects, dès que je vois un reptile, un squamate, je note, j'ai vu un lézard adoré, j'ai vu une couleuvre d'Esculape, j'ai vu, etc., etc., j'ai vu toutes ces espèces-là. Et donc, à chaque fois, on a une histoire de détection ou de non-détection des espèces sur notre insecte et qu'on va renseigner ensuite dans les bases. Voici les espèces qu'on est susceptible de rencontrer quand on met en place un protocole POP reptile. Alors toujours pareil, hein, il y a des espèces qui sont présentes plutôt dans le sud de la France et puis plutôt d'autres dans le nord. Mais vous voyez qu'encore une fois, avec un seul protocole de type communauté, on est capable de détecter plusieurs espèces, donc une grosse dizaine encore une fois d'espèces. Donc c'est tout à fait intéressant de pouvoir mutualiser un seul protocole pour poursuivre ça. Donc, ça va être vraiment un protocole dédié au suivi des squamates, donc les serpents et les lézards. Les plus communs, encore une fois. Au niveau des transectes qui sont suivis, alors le protocole POP reptile a mis un peu plus de donc on a très peu suivi, on va dire, avant 2017-2018. Et puis après, il y a eu un peu un gros boom qui est arrivé. Et là, ça prend vraiment de plus en plus d'ampleur avec plus de 2000 transectes en 2024 qui sont suivis par un protocole POP reptile. Et vous voyez encore une fois la répartition un petit peu moins hétérogène que le pop amphibien, mais malgré tout, on a une espèce de scission entre l'Est et l'Ouest de la France.
Alors c'est rigolo parce que c'est pas forcément les mêmes territoires qui mettent en place des pop reptiles que ceux qui mettent les pop amphibiens. Mais malgré tout, encore une fois, on travaille avec toutes les régions, l'ensemble de toutes les régions de France métropolitaine pour venir combler ces zones blanches et pour pouvoir avoir une couverture spatiale homogène en fait des suivis parce que cette hétérogénéité apporte du biais dans nos analyses et dans nos graphiques. Mais ça prend très très bien et c'est un protocole qui est aussi très prometteur aussi bien que le pop amphibien. Alors au niveau des tendances nationales, euh, on a fait le choix cette année de plutôt mettre en avant les tendances à l'échelle des régions. Puisque une tendance nationale pouvait gommer vraiment des tendances en région. Là, vous voyez que par exemple sur la coronelle lisse, donc vous avez en vert la tendance nationale, et puis vous avez en jaune la tendance de Bretagne. Et du coup, on voit que même si pour la coronelle lisse, on a l'impression qu'en national, elle augmente, et bien en Bretagne, elle est stable. Donc c'est que potentiellement, il y a d'autres régions pour lesquelles elle est stable et d'autres régions pour lesquelles elle augmente aussi. Donc on s'est plutôt focalisé sur les régions et sur les tendances régionales cette année, sur le pop reptile, pour que ce soit moins biaisé par tout l'aspect spatial que je vous ai montré précédemment sur les cartes. De manière générale, sans rentrer dans le détail, les espèces de reptiles sont plus ou moins stables. Il y a certaines espèces qui montrent des augmentations de leur tendance de population. Vous voyez aussi que on est quand même sur un temps relativement court sur les reptiles. On a moins de données historiques. Donc là, on est plutôt sur 4, 5 ans maximum d'analyse, ce qui est très peu pour de l'analyse temporelle. Donc on a encore besoin de plusieurs années pour vraiment avoir quelque chose de très solide au niveau statistique, mais on commence un petit peu à capter certaines tendances qui sont visiblement très concordantes avec les observations au milieu naturel. On a aussi d'autres espèces qui montrent des situations stables, quelle que soit l'échelle. C'est le cas de la vipère aspic, comme je vous ai montré en introduction, ou de la vipère péliade. Les vipères, en règle générale, ne sont pas en bon état, malheureusement. Et puis, on a aussi des espèces qui montrent des diminutions significatives, comme la couleuvre d'Esculape ou la couleuvre verte et jaune en fonction de différentes échelles. Mais encore une fois, on a besoin encore de suivre toutes ces espèces-là à travers ces protocoles et de continuer à les suivre pour avoir une bonne idée de leur tendance de population à toutes les échelles, qu'elles soient régionales ou nationales. Ensuite, on a des espèces dont on n'a pas parlé. C'est des espèces un peu particulières qui ne peuvent pas être trop suivies dans les protocoles pop reptiles parce que elles ont des habitats particuliers où elles vivent dans des endroits à très haute altitude, où ce sont des tortues qui vivent pas du tout sur les transects qu'on a l'habitude de suivre. Et donc, on s'est rendu compte aussi que il y avait beaucoup d'espèces avec ces spécificités-là qui avaient aussi des plans nationaux d'action qui étaient en cours et sur lesquels beaucoup de structures avaient déjà développé des protocoles de suivi hyper intéressants. Donc, on s'est rapproché de ces protocoles-là, de ces structures-là et du coup, on collabore avec eux pour pouvoir réutiliser leurs données et essayer de refléter en fait tout leur suivi à travers l'échelle nationale du programme de surveillance. Donc, c'est ce qu'on a fait, notamment avec Sistude Nature et l'Association Nature en Occitanie. Donc ici, vous avez en haut les lézards qu'on appelle les lézards des Pyrénées, qui sont des espèces endémiques des Pyrénées, donc le lézard d'Aurelio et le lézard de Bonal où bon, on a plutôt des tendances en stabilité. Donc, c'est des espèces qui vivent à très très haute altitude. Avec le réchauffement climatique, elles sont très menacées parce que, bah, au bout d'un moment, la montagne, bah, il y en a plus, quoi. Quand on est arrivé tout en haut, on peut plus monter plus haut. Donc, il y a une vraie problématique et donc il y avait déjà des suivis qui étaient menés par ces structures-là depuis plusieurs années. Donc, ça nous a permis, nous, d'avoir des tendances régionales ou nationales sur ces espèces. Très intéressantes. On a aussi le lézard catalan qui est suivi aussi par Nature en Occitanie dans le cadre du programme Sentinelle du climat. Et puis le lézard ocellé qui est aussi une espèce PNA qui vit dans des habitats très particuliers et qui peut aussi, enfin qui fait l'objet aussi de suivi par différentes structures. Donc ça nous a permis
on commence en fait à pouvoir sortir des graphiques, mais bon, vous voyez qu'encore une fois, on est assez limité dans le nombre d'années qui ont permis de récolter des données de suivi. Et donc pour le moment, ça reste pas très fiable en termes statistiques. Mais on continue et on espère pouvoir avoir une meilleure visibilité sur l'état des tendances de population de ces espèces. Bon, globalement, vous voyez qu'il y a quand même de la tendance stable. Sur certaines régions, ça semble augmenter, mais bon, il faudrait quand même encore un peu de suivi pour être sûr que c'est pas stabilisé plutôt, avec aussi certains déclins avérés qui sont montrés.